René Guénon, Psychologie, chapitre 28, la volonté. Nous avons déjà signalé les principales différences qui existent entre le désir et la volonté. On peut désirer l'impossible, on ne veut que le possible. On peut avoir en même temps plusieurs désirs différents et même contradictoires. On n'a jamais qu'une seule volonté. Enfin, le désir est éminemment impulsif, tandis que la volonté est toujours plus ou moins réfléchie. Tout cela prouve suffisamment qu'il y a bien là deux choses essentiellement différentes et nous permet d'écarter dès maintenant la théorie de Condillac, d'après laquelle la volonté ne serait qu'un désir prédominant. Nous ferons encore remarquer qu'au simple désir ne se joint pas l'idée de la responsabilité, qui se joint à la volonté. Cette idée d'ailleurs ne prouve pas par elle-même que la liberté existe, mais seulement qu'on croit à la liberté. Et si la liberté est prouvée d'autre part, elle permettra de distinguer encore plus nettement la volonté de toute autre impulsion. Cependant, tout en distinguant la volonté du désir, il faut reconnaître qu'il y a le plus souvent des désirs qui sollicitent la volonté, et que celle-ci, à son tour, peut susciter bien des désirs qu'on n'avait pas tout d'abord. Mais ce n'est pas parce que ces deux ordres de faits s'accompagnent d'ordinaire, réagissent l'un sur l'autre et se ressemblent dans une certaine mesure, qu'il faut les confondre. Et même si l'on peut désirer vouloir et vouloir désirer, cela prouve encore qu'ils sont vraiment différents. Il n'est guère contestable que la volonté existe aussi chez les animaux, mais elle y est plus difficile que chez l'homme à distinguer du désir, et cela tient surtout, semble-t-il, à ce que le sentiment prédomine sur l'intelligence. En effet, il y a dans le fait volontaire, tel qu'il se présente chez l'homme, certains côtés intellectuels qui en est inséparable, et qui est constitué par un jugement qu'on peut formuler ainsi. Telle chose sera. C'est bien un jugement puisque c'est une affirmation, mais c'est un jugement d'un caractère assez spécial. C'est en quelque sorte un décret d'existence. On divise ordinairement l'acte volontaire en 4 phases. Conception, délibération, détermination, exécution. Outre que cette division est assez artificielle, il est inutile de faire intervenir ici une théorie de la conception des actes, qui doit être renvoyée entièrement à la psychologie de l'intelligence et du sentiment. Quant à la dernière phase, c'est-à-dire à l'exécution, il n'y a pas lieu d'en parler spécialement non plus, car l'exécution de l'acte n'est pas essentiellement différente dans les cas où cet acte a été voulu et dans ceux où il a été simplement désiré. Du reste, c'est l'affaire des physiologistes de chercher à expliquer comment s'accomplit l'acte volontaire. Ils n'y sont d'ailleurs pas encore parvenus, pas plus qu'ils ne se sont parvenus à déterminer l'existence d'un centre nerveux correspondant spécialement à la volonté. On ne peut même pas dire, comme on l'a fait quelquefois, que le commencement de l'exécution est ce qui distingue la volonté proprement dite de la simple velléité, car en premier lieu, l'exécution peut non seulement commencer, mais encore avoir lieu complètement sans qu'il y ait eu volonté, s'il y a simplement désir. En second lieu, on peut avoir voulu réellement, mais cesser de vouloir avant que l'acte ait reçu un commencement d'exécution. Il ne reste donc plus à envisager spécialement que la délibération et la détermination, qui sont les deux parties vraiment essentielles de l'acte volontaire. Mais il faut encore remarquer que ces deux parties sont assez difficiles à distinguer. En tout cas, on ne peut jamais les séparer, car quand on prononce que telle chose sera, ce qui est proprement la détermination, ce jugement doit être la conséquence immédiate d'un autre jugement, à savoir que cette chose est préférable. En réalité, la détermination fait donc corps avec la délibération. Elle en est inséparable. Et on pourrait dire qu'elle en est comme le dernier moment et la conclusion. Notons tout de suite qu'il résulte de là que c'est pendant la délibération que devra se placer, s'il y a lieu de l'admettre, l'intervention de la liberté. Pour ce qui est de la délibération, il s'agit de savoir comment on peut hésiter, par exemple, entre deux actions différentes. À chaque action correspondent des motifs, c'est-à-dire des idées ou des raisons,
qui militent en faveur de l'une des deux actions et contre l'autre, et des mobiles, c'est-à-dire des sentiments ou des désirs qui nous poussent vers une action et nous détournent de l'autre. Il en serait de même si l'on hésitait non plus entre deux actions, mais entre l'accomplissement d'une action et son non-accomplissement. D'abord, la délibération apparaît comme une lutte entre des mobiles et des motifs, mais il faut bien remarquer qu'il n'y a pas des mobiles d'un côté et des motifs de l'autre. Il y a au contraire généralement à la fois des mobiles et des motifs agissant dans chaque sens. Au commencement, la délibération est surtout, dans la plupart des cas, une lutte entre des désirs, c'est-à-dire que les mobiles y jouent le rôle principal. Mais ensuite, par l'effet de la réflexion, ces mobiles deviennent en quelque sorte des motifs, ou du moins ils s'y substituent des motifs correspondants, parce que la réflexion nous fait découvrir des idées qui justifient nos désirs ou des raisons de désirer telle ou telle chose. Et c'est alors ce qui constitue la véritable délibération. En dernier lieu, des mobiles nouveaux se joignent en nous pour les renforcer aux motifs que nous concevons et que nous comparons entre eux. La délibération apparaît ainsi comme étant surtout une lutte d'idées, mais d'idées qui sont armées de sentiments. Et d'ailleurs, il faut bien qu'il en soit ainsi, car, à vrai dire, il ne saurait y avoir lutte entre des idées pures. Cela est à rapprocher de ce que nous avons dit à propos de la croyance, où il y a à envisager également une lutte entre les idées, et qui est aussi un fait d'ordre surtout sentimental. Si on envisage ainsi la délibération, la liberté, si elle existe, devra être conçue comme un pouvoir s'exerçant sur cette délibération et intervenant en vue de la conduire à son terme, lequel est proprement la détermination. Il importe de remarquer que ce pouvoir peut s'expliquer autrement que par le désir, car il est indépendant en soi de la force des tendances, et il faut le considérer comme étant essentiellement un pouvoir d'inhibition, c'est-à-dire qu'il consiste à fixer l'attention sur une idée et à empêcher le cours des idées dans telle ou telle direction. Alors même que c'est la force même des idées qui nous détermine, si nous sommes nous-mêmes, en raison de ce pouvoir, les auteurs de leur force, on peut dire que c'est nous-mêmes qui nous déterminons ainsi, et cela est suffisant pour que nous soyons libres. D'ailleurs, si nous avons ce pouvoir sur les idées qui interviennent comme motif dans la délibération, nous l'avons aussi, bien que peut-être moins complètement, sur les sentiments, c'est-à-dire sur les mobiles. Sans doute, des désirs ou des aversions peuvent faciliter l'inhibition dans bien des cas, mais l'inhibition elle-même est un fait qui ne ressemble en rien au désir. Et c'est grâce à elle que sont possibles psychologiquement la volonté et la liberté. Seulement, il faut bien remarquer ceci. Ce que nous en trouvons ici n'est rien de plus que l'indication d'une possibilité de la liberté, et nullement une preuve de son existence. Ce qui le montre bien, c'est que certains déterministes admettent une volonté distincte du désir, en se fondant précisément pour cela sur une analyse de l'inhibition semblable à celle que nous venons d'indiquer. Nous avons donc simplement vu que la liberté est possible et rien de plus. Pour ce qui est de la question de son existence effective, nous l'examinerons dans le chapitre suivant.